Salut, aujourd'hui on va faire une mise à jour rapidement ici de Intuit ou bien Intuit, c'est comme vous voulez ici. Alors ici, c'est une entreprise qu'on a déjà mentionnée précédemment. Vous savez également qu'on reste sur la thématique ici des logiciels de manière générale. Et vous savez que Intuit c'est un logiciel d'application. Et vous savez que je suis plutôt neutre dans ce segment d'activité et j'ai expliqué le pourquoi du comment dans la note d'analyse sectorielle pour ceux qui ont pu la consulter ici. Ceux qui sont dans le top premium, vous pouvez la voir ici, elle est juste là, d'accord? Vous allez juste dans Classroom, vous allez pouvoir lire à peu près qu'est-ce qu'on a écrit dessus. Donc vous savez ici que je préfère les logiciels système parce qu'ils sont plus sticky, plus collants. Les logiciels d'application, il y a également de très bons logiciels dessus. Comme le logiciel système, on peut citer ici tout ce qui concerne les logiciels comme Palo Alto Network ou bien on peut également citer Microsoft d'ailleurs. Sinon, les logiciels d'application, vous avez des entités comme CRM, comme Intuit justement, dont on va parler en date d'aujourd'hui. Mais avant d'y arriver, je mentionne une chose. Le bootcamp pour le mois d'octobre est ouvert. On a uniquement 30 places. À l'heure où je vous parle, je pense qu'il reste à peu près 28 places. Et je rappelle une chose, le tarif est progressif parce que ça fonctionne. Okay, donc à partir de mardi, allez-y regarder, vous verrez à peu près quel sera à peu près le prix du mardi prochain. Okay, je vous laisse aller voir ça. Uniquement pour ceux qui veulent faire du stock picking sérieusement. Et tous ceux qui rentrent dans le bootcamp, vous avez quoi? La bibliothèque de prompts de base et ainsi que un an ici d'abonnement dans le top premium, sans charge supplémentaire. Bref, on revient donc ici au niveau de Intuit. Pour Intuit, je fais simple. Hein. Je lance ici mon prompt de base et la question sera simple. Est-ce que Intuit a un avantage concurrentiel? La réponse est oui. Est-ce que cet avantage concurrentiel-là est large? Il est plutôt étroit. Est-ce que le mot en question est en érosion? Est-ce qu'il est en expansion? La réponse ici est plutôt en érosion, mais avec des forces de stabilisation. OK, maintenant, d'où vient principalement ce mot-là? Coût de changement actif intangible. Ce qui veut dire ici que dans ce type d'entreprise, je sais que dans les logiciels, on aura jamais les coûts de changement. C'est très commun ici. Actif intangible, ça sera moins présent de manière générale. Ça, c'est le mode principal de manière... Enfin, on va le dire comme ça. L'actif intangible, ça peut être la marque, ce genre de choses. Ça vaut ce que ça vaut ici, mais c'est le coût de changement qui m'intéresse ici. Donc, le mode Intuit repose presque entièrement sur les coûts de changement intégrés dans les données comptables de QuickBooks. Donc, les historiques ici de paie et les déclarations fiscales pluriannuelles de TurboTax renforcées par des positions d'actifs intangibles durables dans la comptabilité des petites entreprises et les logiciels ici de déclaration fiscale grand public. Donc, la croissance du chiffre d'affaires reste soutenue et la rentabilité opérationnelle progresse nettement, mais la révision indépendante ici de Morningstar qui a abaissé ici la note de Intuit d'un niveau large à un niveau étroit en invoquant le risque ici de disruption par l'intelligence artificielle constitue l'élément le plus significatif remettant en question la durabilité de cet avantage. Ça ne veut pas dire ici que l'IA va tuer Intuit, non, pas du tout. Il faut d'abord comprendre pourquoi est-ce que les clients restent chez Intuit et qui sont les clients qui décident de partir. Est-ce qu'on a des preuves comme quoi un client... Et quand je parle de clients, la clientèle qu'elle vise, est-ce qu'elle vise les petites et moyennes entreprises, les entreprises, est-ce qu'elle vise ici des entreprises un peu plus larges? Donc, il faut savoir à peu près où est-ce que se situe ici dans la chaîne de valeur. Le côté ici concernant les taxes, etc., il faut faire attention. Ici, moi, quand je remplis mes taxes, normalement, j'utilise TurboTax et je n'ai pas besoin d'aller voir un comptable en particulier, mais dépendamment, la situation de chaque personne est particulière. Et Intuit, ici, il me semble, la dernière fois que j'ai lu les rapports financiers ici d'Intuit, il me semble qu'elle privilégie nettement ici le conseil. Donc, quand je dis le conseil, c'est-à-dire qu'accompagner, donc elle vise ici à accompagner les comptables, donc ceux qui vont avoir tendance ici à effectuer ici des déclarations fiscales pour les entreprises, des déclarations fiscales un tout petit peu complexes. D'accord? Comme on le dit ici, tout le monde a une situation différente. Et donc, pour ceux qui vont avoir tendance à faire déclarer, sur la partie TurboTax, etc., ceux qui vont avoir tendance ici à faire ces déclarations-là vont avoir tendance à payer un tout petit peu plus. Et donc, Intuit va peut-être à long terme travailler avec ces personnes-là. Mais quand on regarde à peu près la majeure partie de la population, il faut se dire ici qu'un TurboTax est en concurrence avec HR Block, ce genre de choses-là. La majeure partie ici des particuliers, bon, ils peuvent le faire d'eux-mêmes, soit ils utilisent TurboTax, soit ils utilisent ici le logiciel ici d'HR Block, mais également ils ont des datas qui sont déjà en interne. Certains peut-être le font, parce que je pense que Perplexity propose quelque chose comme ça, mais est-ce que tout le monde est d'accord de proposer de laisser ces données comme ça à l'air libre dans un LLM? Je n'en sais rien. Est-ce que moi ça me dérange? Je ne suis pas le sujet non plus, mais il y a beaucoup d'éléments qu'il faut prendre en considération à l'intérieur. Donc, quand on marque ici que le mode est en érosion, ça ne veut pas dire que l'entreprise est en déclin ni quoi que ce soit. Ça veut dire qu'on est en observation. Il y a des éléments qui montrent qu'il y a plutôt une stabilisation ici. Mais là, on est à langue 3, langue 4, ou enfin, disons,
on termine ici l'an 4 de l'avènement ici de l'IA, fin 2022, etc. Donc, vous remarquez ici qu'il y a peut-être beaucoup d'autres choses qu'on ne connaît pas demain. Et vous savez ici que dans le domaine des logiciels, privilégier les entités qui sont assises sur une base de data. Je dis bien sur une base de data solide. Donc, c'est-à-dire ici que l'IA au-dessus, l'IA au-dessus et sera un plus plutôt qu'un élément ici de disruption totale. Dans le cadre d'Intuit, et enfin, quand on parle d'Intuit d'ailleurs, je vous ai dit hier, par exemple, quand on va apprécier cet avantage concurrentiel, il faut diviser Intuit en plusieurs parties parce que Intuit ne fait pas que on n'est pas que dans la partie qui concerne ici les déclarations fiscales ou bien la partie qui concerne la comptabilité. On a également tout ce qui concerne ici le marketing, etc. avec Mailchimp qui est, voilà, vous avez également Crédit Karma ou bien je pense que c'est comme ça que ça s'appelle ici. Enfin, voilà, ces sites-là qui sont un peu plus différents. Donc, il faut diviser Intuit, il faut regarder l'avantage concurrentiel par segment d'activité. D'accord? Parce que là, on le prend de manière générale, brute. Et ça va prendre en considération ici la plus grosse partie du business. Mais il faut plutôt l'étudier par rapport aux différents segments. Parce que chaque segment est différent. Ça s'adresse à une partie de population différente ici. La partie marketing n'a rien à voir ici. Même si ça peut être en lien ici parfois avec QuickBooks, etc. Parce que si vous avez une présence en ligne, vous aurez peut-être besoin d'envoyer des emails, ce genre de choses. Bref, voilà. Il faut séparer de manière générale. Donc, le coût de changement ici, il est très lié à tout ce qui concerne les déclarations fiscales, les registres comptables, etc. OK? Est-ce qu'il est durable? Il est plutôt en observation. Je vais le dire comme ça. Il faut l'observer. OK? Et ils ont également, sur le plan réglementaire, ils ont gagné une bataille avec le gouvernement américain parce que le gouvernement américain pouvait permettre ici à chaque Américain de pouvoir déclarer ses impôts directement avec un logiciel bien précis, fourni ici par le gouvernement. Donc, ça allait coûter $0, littéralement. Bon, grâce au lobbying, etc., ça a été complètement ici mis sous le tapis. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas revenir. Donc, ce qui veut dire que son mot à la base n'est pas si large que ça. Mais attention, encore une fois, ça dépend de où est-ce qu'on va se situer. La personne qui travaille avec les petites et moyennes entreprises, c'est un peu plus solide qu'une personne qui travaille ici avec le monsieur et madame tout le monde, de manière générale, le consommateur lambda, donc du B2C. OK? Donc, Intuit ici, quand je vais l'analyser, je sais dire qu'à partir d'ici, je vais payer 15 fois les cash flows. Je ne me casse pas. Là où je pourrais payer 20 fois les cash flows pour d'autres entreprises, ici, ça sera 15 fois les cash flows. OK? Et en termes de pondération, je serai un tout petit peu... Voilà, ça dépend de tout un chacun. Je ne veux pas mettre 10% de mon portefeuille dessus, comme quand je vais peut-être acheter une entreprise comme Microsoft. D'accord? Parce que Microsoft, c'est... Vraiment, quand on prend tout le secteur des logiciels, vous mettez Microsoft en avant. Ensuite, vous mettez tout ce qui concerne ici les ERP, vraiment les business très sticky. D'accord? Donc, et vous savez ici que l'ère est à la consolidation. Et vous l'avez vu dernièrement, par exemple, Workday, il y a des rumeurs d'acquisition, etc. Et quand on parle de rumeurs d'acquisition, j'ai fait une vidéo ici concernant Constellation Software. Je vous ai dit que la période actuelle est même très bénéfique pour Constellation Software parce que les prix seront bas à cause de la disruption, etc. Silver Lake fait à peu près la même chose que Constellation Software. Hein. Attention. Thomas Bravo également ici commence à faire des acquisitions. Laissez-moi vous dire ici que ça veut dire que les mecs pensent que les logiciels ne vont pas mourir. Mais c'est eux qui pensent. Est-ce que vous pensez cela? Moi, je vous ai donné mon avis par rapport à ça. À vous d'aller voir. Bon, maintenant, on va aller directement au niveau de tout ce qui concerne ici le quantitatif, qui est la partie la plus facile. Si vous pensez que l'analyse fondamentale, c'est du quantitatif, le quantitatif n'est que le résultat ici d'un qualitatif solide. Donc, dans le bootcamp, nous, on travaille le qualitatif. Ça veut dire ici que tu sais pourquoi Costco a un avantage concurrentiel. Tu peux dire quel sera le problème, quel est l'élément qui pourrait faire à ce que Costco ait un avantage concurrentiel de moins en moins solide. Parce que je prends Costco, parce que ceux qui ont fait le bootcamp précédent, je pense qu'ils le savent maintenant. OK? C'est ce qu'on va faire avec la prochaine entreprise. Je vous ai dit qu'on va prendre une entreprise qui est sous-évaluée. Ça, c'est sûr et certain. Une que je détiens d'ailleurs en portefeuille. Donc, je vais vous vendre cette entreprise-là de manière générale. Quand vous sortirez de là, vous allez mieux la comprendre. Bref, donc si vous avez peur des chiffres, etc., rejoignez le bootcamp. Je vais vous montrer ici que le stock picking, ce n'est pas une affaire de chiffres, mais c'est une affaire de compréhension du business sous-jacent. Et pour comprendre un business, il y a 2-3 petites questions. C'est moins d'une vingtaine de questions ici. Bref, les tarifs, oui, les tarifs sont évolutifs à partir de la semaine prochaine, ainsi que jusqu'au 1er du mois d'octobre. Mais regardez en description de la vidéo. Au niveau ici de tout ce qui concerne le quantitatif, on fait simple. Hein? Oh, vous savez que c'est une chanson très facile à faire. Marge brute, stabilité ou croissance. On observe ici que la marge brute, on va se dire que c'est plutôt stable. D'accord? Voilà. Mais on ne peut pas tirer une conclusion ici si on ne compare pas avec la marge EBITDA. Rappelez-vous également qu'elle fait des acquisitions. Elle a peut-être fait des acquisitions dans des secteurs d'activité où elle a des marges, où il y a des marges moins élevées, mais peut-être qu'avec une croissance plus élevée. Donc la marge EBITDA ici est plutôt stable de manière générale. Donc c'est correct.
Ensuite, Net Income et Free Cash Flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage ici. On les prend, bim, badaboum, on les met sur le même graphique. On fait ceci, ça donne ça. Donc ici, on voit ici que c'est une entreprise qui a des Free Cash Flow plus élevés. Les SBC représentent quel pourcentage ici du revenu? On regarde. Est-ce que les SBC sont en croissance, en décroissance? Vous voyez ici qu'ils sont en croissance. Ils étaient en croissance jusqu'en 2024. Et je vous ai dit que l'IA sera très bénéfique pour les SBC. Ouais, parce qu'on en aura de moins en moins. Peut-être que c'est le moment à partir duquel en long terme, on verra moins de SBC au sein des entités. Mais les SBC, on les regarde également du point de vue volume. Du point de vue volume, est-ce que les SBC ils sont plutôt stables, disons, mais qu'ils sont en croissance? Pourquoi est-ce qu'ils ont explosé? Est-ce que ce n'est pas parce que cette compagnie a fait des acquisitions? Parce que dans ce domaine d'activité, voilà, vous voyez, acquisition, explosion des SBC. Coïncide. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas de la magie, c'est une habitude. Si vous avez l'habitude de regarder les chiffres, vous pouvez à peu près commencer à les interpréter ou bien savoir quel type de questions vous allez poser. C'est une question d'habitude. C'est pour ça que je vous dis ici que l'analyse, si vous pensez que ce sont les chiffres, les chiffres, c'est la partie la plus compliquée, laissez-moi vous dire que c'est la partie la plus facile. Faites-moi confiance. Maintenant, on regarde ici la dette nette sur EBITDA ici, qu'est-ce qu'on observe? Dette nette sur EBITDA inférieur à 0. Et attention, vu que Intuit, je pense qu'il faudrait regarder ici, si elle n'a pas souvent du cash qui ne lui appartient pas, mais ce n'est pas plus grave que ça. Mais je pense que de manière générale, sous réserve de vérification ici, la dette nette, voilà, on a la dette totale de 7 milliards ici. Clairement, elle peut repayer cette dette-là. Ce n'est pas de la dette nette, c'est la dette totale. Donc, on n'a même pas encore enlevé le cash. Donc, disons ici qu'il y a 0 dette. Bref, maintenant, combien de fois les bénéfices vous allez payer pour ce type d'entreprise? Ici, je ne paierai pas plus de 20 fois les bénéfices pour cette compagnie. OK? Même s'il y a c'est de la croissance qu'on achète de plus en plus. Et faites attention quand on achète de la croissance ici. Donc, ici, le marché payait 25 fois, etc. Je vais me situer à 20 fois les bénéfices. Donc, je me mettrai à 15 fois les cash flows. Je vous ai dit ici que quand une entreprise, quand c'est 25 fois les bénéfices, c'est 20 fois les cash flows. Quand c'est 20 fois les bénéfices, c'est 15 fois les cash flows. Quand on est à 10 fois les bénéfices, vous allez maintenant payer. Quand on est à 10 fois les bénéfices, vous allez maintenant payer aux alentours ici. Voilà, 8, 7 fois les cash flows, c'est à vous de voir ici. Mais très souvent ici, à 10 fois les bénéfices, c'est plus les compagnies bancaires, les compagnies d'assurance, etc. Enfin, quoique compagnie d'assurance, ça dépend. Si on est dans la réassurance, ça va peut-être à peu près à ce niveau-là. Bref. On referme cette grosse parenthèse. Oui, vous savez qu'avec moi, il y a toujours des parenthèses, les amis. Alors, ici, 15 fois les cash flows, je vais faire simple. Bon, on va se situer là. Hein. Attention, quand je vois que les analystes s'attendent à un gros spike comme ça, je fais très attention. Je dis pourquoi? C'est ça ma question. Pourquoi on s'attend entre 2028 et 2029 une croissance ici de $15 par action? Pourquoi? C'est un peu trop, non? Et j'essaye de regarder ici les forecasts. Il y a un seul analyste sur le dossier. Donc, pour moi, les attentes vont se limiter à celles de 2028. Celles de 2029 ne sont pas assez solides. Il y a très peu d'analyses sur le dossier. Peut-être que c'est quelqu'un qui est trop optimiste sur le dossier, etc. Donc, je vais me limiter à ce que je vois ici. Donc, 15 fois les cash flows de 2028, ça donne à peu près $511. Il n'y a pas de dette nette ici. Donc, on va directement dans la watchlist. $511, Intuit. 625, je pense que j'avais pris les 15 ici. Donc, faites attention. Ouais, non. Je vais prendre 625. Attendez. 511, ça donne comme 510, ça donne combien forecasting? Alors, ici, non, ça n'a pas diminué. Je pense que j'ai pris 25 fois les bénéfices, si ma mémoire est bonne. Si je prends 25 fois les bénéfices, ça veut dire 20 fois les cash flows. C'est pour ça qu'on serait à peu près à ce niveau-là. Donnez-moi juste un instant, j'essaie de vérifier ici. Ouais, c'est ça. 20 fois les bénéfices, c'est ça. 500. Et effectivement, non. Ouais, ça serait plutôt à ces niveaux-là. Ça ne change pas grand-chose dans tous les cas de figure. Ça reste une estimation. Vous aurez à peu près une estimation haute, une estimation basse ici. Vous pourrez prendre 20 fois les bénéfices qui ne dérangeraient pas, mais n'oubliez pas que vous avez également les SBC dessus. Bon, on va se dire qu'à long terme, les SBC vont avoir tendance à diminuer. Donc, ça fait à peu près $620 par là. Donc, sachez qu'aujourd'hui, je n'ai pas regardé le monde avec des lunettes roses concernant Intuit. Mais ce n'est même pas une question de prix. Est-ce que Intuit est capable de rapporter le même niveau de bénéfices net demain, ainsi que les jours qui vont suivre, ou les jours ici en termes d'années? Si votre réponse est oui, on a un très bon prix en date d'aujourd'hui. C'est surtout si elle peut maintenir ce type de marge-là. Mais maintenant, pour répondre oui, étudier Intuit du point de vue de ses concurrents, qui sont-ils? Du point de vue de ses clients, pourquoi restent-ils? Pourquoi partent-ils? Du point de vue de ses fournisseurs, qui sont-ils? OK? Donc, c'est un 360. Donc, aujourd'hui, je vais faire, voilà, on va faire simple. Je mettrai ici... on va les mettre ici à $511, ça ne dérange pas plus que ça. 511, j'aurais même pu laisser ce qui était là, 511, 625, 511. Voilà. Si je pourrais mettre un intervalle de valeur ici, mais je ne peux pas le mettre un intervalle de valeur. Donc, je vais mettre à 511, ça ne dérange pas plus que ça. Donc, on va mettre ici Intuit X.
15 fois les CFO de 2028. Et je pense qu'elle a un exercice fiscal ici en décalé. C'est bien ça. Donc, on va le mettre ici. Donc, maintenant, quand on aura de plus en plus d'informations par rapport aux attentes de 2029, etc., il y aura des ajustements de manière générale. Mais pour le moment, je pense qu'on va plutôt rester à ce niveau de 511 dollars qui n'est pas si mauvais que ça par rapport à ce qu'on a présentement. Maintenant, à vous de voir si c'est un risque que vous voulez courir ou pas du tout. Pour moi, ça reste une très belle entreprise à avoir au moins en watchlist. Et voilà, en termes de pondération dans le portefeuille, pourquoi pas au prix actuel. Maintenant, c'est à vous de prendre cette décision-là. Management compétent, est-ce qu'on a des perspectives de croissance? Qu'en est-il des différentes acquisitions? Parce qu'elle a fait des acquisitions ici qui, à mon avis, n'ont pas trop donné ce qui était attendu, mais il faut également c'est pour ça qu'il faut l'étudier par rapport à ces segments d'activité. Et à partir de là, faites-vous un avis de manière générale, ou bien encore, apprendre dans chaque segment d'activité, étudier l'industrie dans laquelle elle exerce présentement, quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses, quels sont les vents favorables, quels sont les vents défavorables dans chacune de ces industries-là, peser le pour et le contre. Et voilà, hein, si on prend le tout dans son ensemble, le prix actuellement est intéressant, mais quand on va comparer à une entité comme, si tu me demandes de choisir en date d'aujourd'hui, entre cette entreprise et, disons, Microsoft, matin, midi, soir, Microsoft. J'achète même aujourd'hui les yeux fermés, tranquille, je dors très bien la nuit. Et Microsoft, je vous ai dit, c'est au moins 800 dollars. Tant qu'on n'arrive pas à ce niveau-là, je ne m'inquiète même pas. D'accord? Bon, on va revenir dessus concernant tout ce qui voilà, tout ce qu'on raconte ici concernant la dette cachée, machin, truc, etc. C'est un sujet qu'on va aborder un peu plus tard. Bref, je vous laisse là. N'oubliez pas le bootcamp. D'accord? 30 places disponibles. Présentement, il nous reste 28. Le prix change à partir de la semaine prochaine, ainsi que les semaines qui vont suivre. De toute façon, toutes les informations sont ici sur la page principale. Vous cliquez dessus, vous allez voir. J'ai laissé une petite belle vidéo dessus pour expliquer le tout. Et vous avez la possibilité de réserver un appel si vous avez toujours des questions par rapport à ça. Bref, merci. Au revoir.